Aujourd'hui, dans Ticosé, je reçois une femme inspirante, créative et déterminée, Mélissandre Monatus. Professionnelle du marketing et de la communication, elle s'est imposée dans l'industrie internationale du jeu vidéo, où elle a travaillé à Londres pour de grands éditeurs avant de mettre en lumière les studios africains à travers Africa Corner pour Paradise Game. Enseignante et mentor auprès de talents de l'industrie vidéoludique, conférencière et membre du jury, elle s'engage auprès de la représentation des talents afrodescendants et co-organise en 2021, aux côtés de Muriel Tramis, une très grande dame du jeu vidéo, la première édition de Kumbit du jeu vidéo. En 2021, elle s'initie également au milieu du Web3 et de la GameFine en tant que Chief Marketing Officer de culture. Bienvenue, Mélissandre, dans Ticosé. Merci beaucoup, Keïsa, de m'inviter. Alors, nous allons beaucoup parler aujourd'hui de ton documentaire, La peau chapée. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de ce documentaire? À quel moment tu t'es dit « j'ai envie de faire ce documentaire » parce que quand on le regarde, on voit bien qu'il y a une histoire personnelle à travers ce documentaire. Alors déjà, j'ai toujours aimé le cinéma. Moi, j'ai commencé dans mes études scientifiques avec des options cinéma quand j'étais au lycée. Et donc, j'avais appris à faire un petit peu un court-métrage, de court-métrage. Et entre-temps, je n'ai jamais touché à la caméra, ni même été actrice. Et c'est 20 ans... Dans la suite de mes études, j'ai fait un mémoire de fin d'études qui s'appelle L'image des Noirs dans la publicité, dans la société française, mais à travers la publicité. Et c'est en faisant ce travail de mémoire de fin d'études qui portait donc sur mes études médias que j'ai pris connaissance de beaucoup d'éléments qui concernaient l'histoire de France et donc l'histoire de mes parents, de mes ancêtres, et donc mon histoire personnelle. Et il y a un élément dans mon mémoire de fin d'études dont je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais je ne savais pas ce que j'allais en faire et quand. Et c'était en fait une représentation de la classification de Moreau de Saint-Méry, qui est donc le cœur du sujet de mon mémoire de fin d'études. Enfin, c'est ce que je voulais en faire, mais ça n'avait pas été accepté à l'époque. Ah. Et oui. J'avais pu utiliser cette image-là, mais qu'en annexe. Et donc, je m'étais dit, je vais en faire quelque chose plus tard. Est-ce que tu as posé la question pourquoi ça n'avait pas été accepté? Déjà, on m'avait accepté le sujet, ce qui était déjà pas mal. Mais c'est parce que, en fait, ça remue l'histoire d'une manière où la France n'est pas glorieuse dans ce profil-là. Classifier les gens par leur couleur de peau, c'est quand même... je ne trouve même pas le mot. Donc, on t'a dit non pour ce mémoire, pour les raisons... Alors, on m'a pas dit non pour le mémoire. On m'a dit OK pour le mémoire, mais ne pas mettre d'éléments dans le cœur du mémoire qui soit un petit peu tendancieux. D'accord. Et donc, c'est resté dans les annexes. Mais moi, ce visuel-là, je voulais en faire quelque chose à l'époque. Et j'en ai rien fait du tout pendant près de 20 ans. J'ai édité mon mémoire en 2016, je crois. Et je l'ai réédité juste avant de commencer mon court-métrage. Et je savais que ça allait être le cœur de l'objet de mon court-métrage. D'accord. Donc, en fait, parce qu'aujourd'hui, tu enseignes, parce que tu as plusieurs... casquettes. Voilà, plusieurs casquettes. Ouais. Tu enseignes, tu travailles sur le jeu vidéo, tu fais aujourd'hui des documentaires. Et pourtant, après ton mémoire, étant donné que tu n'as pas pu aller au cœur de ton envie, tu décides de revenir sur ça et d'en faire un documentaire. C'est ça. Mais qu'est-ce qui te fait revenir sur ça? Alors, je pense qu'il y a tout un effet sociétal. On est quand même dans une époque où on a l'impression qu'on retourne en arrière. Le racisme, exactement. La montée de ces... de ce racisme ambiant. On a parlé de George Floyd il y a quelques années, Black Lives Matter. On est encore sur des thématiques où on autorise encore tout un système systémique. Ça ne se dit pas comme ça. Un racisme systémique qui continue aux États-Unis et qu'on vit également en France. Je crois que c'était d'ailleurs...
j'ai son Harry Roselmack, qui lui a fait un documentaire récemment, enfin il y a 2 ans il me semble, sur pareil un jeune qui s'est fait tabasser par un flic, et c'était en Guadeloupe. Donc c'est un monsieur d'un certain âge qui s'est fait arrêter par les gendarmes et tabassé, et qui est mort. C'est ça. Voilà. Et c'était juste après George Floyd, enfin quelques mois ou quelques semaines. Donc on vit la même chose en fait en France, sauf que nous on en parle peu. Aux États-Unis, ça a pris plus de proportions. Et je pense que cette époque-là m'a beaucoup marquée, même dans mon industrie. Dans mon industrie, par exemple, les studios indépendants ou les créateurs dits noirs n'avaient pas de financement. D'accord. Donc, quand tu parles dans ton métier, c'est-à-dire les jeux vidéo. Parce que c'est vrai que ton métier, ton cœur de métier, c'est le jeu vidéo. Et c'est quand même assez incroyable que à un moment, tu dis, OK, c'est mon cœur de métier, mais je vais quand même faire ce documentaire parce que je me rends compte qu'en France, il y a une montée du racisme, et donc j'ai envie de parler du document que tu voulais utiliser au cœur de ton mémoire et que tu n'as pas pu utiliser. Et tu décides de faire un documentaire et d'utiliser ce document. C'est ça. La deuxième raison, c'est personnel. C'est qu'évidemment, j'ai été éduquée d'une certaine manière par mes parents. Je suis métissée d'un père dit noir, d'une maman dite blanche. Et les problématiques raciales ont toujours fait partie de ma vie. En tant que métisse, on ne sait jamais sur quelle chaise on est vraiment assis. Et j'ai pas tellement envie de choisir parce que les deux me constituent, et je dois être fière d'être aussi bien d'une famille dite blanche que d'une famille dite noire. Mais les rapports entre les familles n'ont pas toujours été cordiaux. En tout cas, ils ont été cordiaux, mais ils n'ont pas été toujours simples. Et c'est parce qu'on a toute une éducation en France qui a aussi imposé des idéologies autour de l'image des Noirs, notamment dans la société française. Et donc, je reviens à mon mémoire de fin d'études. Et moi, ce qui m'intéressait, en fait, à travers ce court-métrage, c'était de pointer du doigt des réactions, pas seulement des Blancs par rapport aux Noirs, mais aussi des Noirs entre eux, dans le sens où... ou des métis entre eux. Ou des métis, d'ailleurs, dans le sens où on a été éduqués pour... en tout cas, moi, j'ai vu ça dans ma famille. Je ne sais pas si c'est le cas, par exemple, pour toi, mais on a été éduqués d'une certaine manière à penser qu'en tant qu'Antillais, on est mieux qu'un Africain, par exemple. Moi, j'avais pas le droit de porter des vêtements ou des tissus africains, porter des tresses, ce genre de choses. Alors, là, mon père, il aurait été... très déçue de moi à l'époque si je m'habillais comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu dans ma famille, bien au contraire. À l'âge de 16 ans, ma mère m'a emmenée en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le terme « les Antillais » se considère supérieur aux Africains. Les Antillais mettre tout le monde dans le même groupe, ça me dérange. Parce que tout dépend, moi, je pense, de l'éducation. Exactement. Moi, bien au contraire, mes 2 parents sont guadeloupéens et ma mère, très tôt, m'a emmenée au Sénégal. Voilà. Wow. Et nous a appris toute notre histoire, et pourtant elle était aussi très très claire de peau, etc. Donc je pense que c'est beaucoup une certaine catégorie sociale aussi, et bien sûr. Ça dépend de l'éducation, de ce qu'on a appris. C'est mon avis. Mais après, je le partage. Je le partage. Et il y a cette éducation aussi qui existe. Alors moi, j'ai entendu ma grand-mère dire qu'elle était moche parce qu'elle était noire. Et je parlais avec une cousine récemment, et elle n'a jamais entendu ça de la part de ma grand-mère, mais elle est noire. Donc ma cousine étant noire, peut-être que ma grand-mère ne lui a jamais partagé ça, mais moi en tout cas, me la partage, et je l'ai bien imprimé surtout. Et j'ai pas compris petite quand elle disait ça. Et mon père, par exemple... C'est de la construction. C'est ça, c'est une construction sociale. Et mon père j'ai une sœur jumelle, hein, donc mon père et moi, c'est une petite anecdote. Toutes les deux, on avait nos amoureux quand on était petites. Et ma sœur était amoureuse d'un Antillais comme lui, martiniquais. Et ben ça passait pas. Moi, j'étais amoureuse d'un Eurasien, alors ça passait très bien. D'accord, donc ton père aurait préféré qu'elle soit avec... qu'elle soit, ou qu'elle ait envie de trouver quelqu'un qui lui ressemble... Enfin, finalement, qui lui ressemble pas. Pas que lui s'aimait, je sais pas en fait, c'est très ambigu. Il s'aimait pourtant, j'ai l'impression qu'il s'aimait, mais il avait un rejet quand même. Il faut blanchir la lignée. En fait, je pense que c'est ce qui a été inculqué dans notre histoire familiale en tout cas, et c'est peut-être pas dans toutes les familles, mais moi, je sais que ma famille, elle a été mise en esclavage depuis au moins 1730.
Donc, on a une très longue histoire de l'esclavage. Et je sais que mon arrière-grand-mère était claire comme moi. Justement, alors là, je vais en venir au titre de ton documentaire qui s'appelle La peau chapée, qui sonne pratique. Donc, la peau chapée, la peau qui s'échappe, qui sonne pratiquement, on dirait, poétique et en même temps très politique. Ouais. Et pourquoi tu décides de choisir ce terme, très connu chez nous d'ailleurs? Oui, c'est parce que... Alors, c'est un terme... Alors, la peau chapée, c'est en martiniquais, en créole martiniquais. Peau chapée, normalement, c'est en créole guadeloupéen. Je remercie d'ailleurs Thérèse Léotin parce que c'est elle qui m'a permis de bien comprendre les différences entre les créoles. Alors, Thérèse Léotin, qui est écrivaine et qui m'a conseillé sur le titre. D'accord. Et elle est martiniquaise et donc elle m'avait dit, puisque tu es d'origine martiniquaise, il faut employer le terme martiniquais. Moi, je voulais peau chapée, personnellement. Mais bon, en fait, on m'appelait peau chapée. Moi, c'est ce que j'avais retenu petite. On m'appelait peau chapée quand j'étais aux Antilles. Quand tu étais en Martinique? Ouais. Pendant mes vacances en congé bonifié, comme beaucoup de jeunes à l'époque. Et toi, tu comprenais pas? Non, je comprenais pas ce que c'était. J'avais compris que c'était plutôt positif. C'est-à-dire un peu comme quand on dit Chabine, tu vois, il y a encore ça. Mais j'avais pas bien saisi pourquoi. Avec le temps, oui. Et en fait, j'ai compris que ça hérite et aussi de l'esclavage et que dès lors qu'un enfant naissait, oui, on allait regarder son teint, si son nez était épaté ou pas, si ses cheveux allaient être crépus ou pas. Tous les critères finalement de classification. De classification et qui, à l'époque, étaient... Enfin voilà, on se disait, si tu te rapproches du nègre, tu vas avoir une mauvaise vue. Voilà. Donc, la peau chapée, c'est la peau qui échappe à la condition de l'esclave. Et c'est un terme, comme tu dis, politique, fort. Et je voulais ce terme. Je voulais ce terme parce que pour moi, au contraire de dire l'image des Noirs dans la société française par mon mémoire, ici par le film, c'était prendre un autre angle. Et c'est donc prendre l'angle de la peau claire. Et comment cette peau claire a ou pas des chances par rapport à une peau noire. Professionnellement, tu enseignes, tu es aussi mentor. Oui. Mentor. Et tu navigues dans tous ces mondes, donc le monde du jeu vidéo, le monde de la culture afrodescendante, je précise, et aujourd'hui le monde du documentaire. Déjà, comment tu fais dialoguer ces mondes? Comment tu les fais dialoguer et en quoi ils participent chacun à leur manière à redéfinir notre rapport justement à la mémoire et à l'identité? Alors, je les fais dialoguer déjà par l'organisation de festivals. Personnellement, là, je suis sur un projet de festival qui est sur la durée, un festival itinérant qui s'appelle Sal Power Congo. Et dans ce cadre-là, j'ai été recrutée pour... aider au choix notamment des films qui seront sélectionnés dans le cadre de ce festival, mais également au choix des jeux vidéo. Donc juste ça, déjà, ma casquette me permet de faire les deux. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a des jeux effectivement afro-créoles et parfois même des jeux qui se font tous les deux, aussi bien avec des Antillais que des Africains en collaboration, parce que ça ne se sait pas. J'ai un autre moyen, c'est le fait de... alors, je travaille également pour une association qui s'appelle Ajuka, qui est l'association des jeunes ultramarins pour le cinéma et l'audiovisuel. Dans ce cadre-là, je reçois des réalisateurs, des acteurs, des producteurs aussi, de films, quand les films sortent. Pour les mettre en lumière. Pour les mettre en lumière. On a eu par exemple Coup tes voix, on a eu Fanon, on a eu Magma. Donc tous ces films qui ont un rapport en fait avec le monde ultramarin. Et donc pour mettre en lumière les différents professionnels, donc acteurs comme tu l'as dit, réalisateurs, etc. De l'autre côté, je suis aussi membre de jury. Mais alors là, c'est plus dans le jeu vidéo. Mais pour moi, ces deux mondes, si tu veux, sont des soft power. Et le cinéma en est un. Donc si à travers les récits que l'on porte, que ce soit dans le jeu vidéo, que ce soit dans le cinéma, on arrive à faire changer les mentalités ou à les faire évoluer, on a gagné.
Et c'est aussi pour ça que j'utilise moi le média cinéma personnellement, parce que je suis pas développeuse de jeux du tout. Autant j'ai travaillé dans l'industrie depuis 20 ans, mais je n'ai jamais développé un jeu. Par contre, le cinéma, c'est quelque chose dont je suis passionnée. Je vais au cinéma quasiment tous les jours. Je vais découvrir les films de partout dans le monde dès que je peux. Et concilier les deux en même temps, parfois je vais faire des projections dans les écoles où j'enseigne, par exemple. Le film a pour moi une valeur aussi éducative, donc je suis, tu l'as dit, enseignante dans des écoles alors, de jeux vidéo et d'e-sport plus particulièrement, mais cette fibre d'enseignante, je l'ai en moi. Donc en fait, si mon documentaire peut avoir également cet aspect, et c'est ce que je souhaite, c'est-à-dire je souhaite le développer de plus en plus comme un outil pédagogique. Je réponds à ma fonction d'enseignante, entre guillemets, ou en tout cas de transmission. Donc en fait, donc on a bien compris ce que tu fais. Donc tu te sers de ces 3 médiums, la culture, le jeu vidéo, le documentaire, pour faire du soft power, pour justement qu'on se réapproprie notre mémoire, notre identité, et en même temps qu'on se connaisse, puisque grâce à ton podcast, tu permets aussi de mettre en lumière tous ces acteurs du cinéma, du documentaire et du jeu vidéo. Et justement, je ne sais pas si je le prononce bien, tu m'as dit que c'était un terme haïtien. Le Kumbit. Le Kumbit du jeu vidéo. Donc le Kumbit du jeu vidéo, donc c'est un événement que tu organises, que tu as co-organisé avec Muriel Tramis, qui est justement l'une des premières femmes. C'est la pionnière. C'est la pionnière du jeu vidéo que j'ai eu l'occasion de connaître, parce qu'elle a fait aussi un jeu dans Paris qui s'appelait Paris Noir. Absolument. Voilà, une chasse au trésor. Donc c'est la première, et donc tu mets en place cette première édition. Elle a eu lieu où ? Alors elle était en ligne parce que nous étions en période Covid, et c'était un projet avec Muriel Tramis et aussi Michael Newton. Qui nous a accompagnés dans ce projet et qui lui a perduré dans la 2e édition avec elle et la 3e édition, si je me souviens bien. Et toujours en ligne ? Et toujours en ligne, ouais. Du coup, on l'a conservé en ligne parce qu'en fait, on est... alors l'idée, c'était de rassembler lors d'un événement sur 2 jours ou une journée les acteurs de l'industrie du jeu vidéo afro-créole, parce qu'on ne se connaît pas. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à trouver des afrodescendants finalement dans les industries vidéoludiques. Et quand il y en a, on veut savoir ce qu'ils font et puis créer, tu vois, des ponts, créer des alliances, des collaborations. Et ça grossit. Maintenant, on a d'autres acteurs. Je pense à Jennifer Lufo de Afrogameuse qui crée un événement tous les ans qui s'appelle Black in Gaming. Et d'ailleurs, Black in Gaming était aussi la source de mon idée de film avec la table ronde. Donc là encore, comment j'allie cinéma et jeux vidéo, mais c'est exactement une soirée en fait. On s'est tous retrouvés pour un événement Black in Gaming, et après cet événement, on est allé manger. Et on était donc on était une dizaine à discuter de choses qui nous sont personnelles, mais liées à notre afrodescendance, finalement. Alors, tu avais des Algériens, des Antillais, des personnes d'origine africaine de différents pays d'Afrique. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça, personne n'en parle, personne ne sait que ces conversations-là ont lieu, que si on reste simplement entre nous. Et c'est ça que je voulais mettre en évidence à travers l'écran. Et donc, j'ai recréé, en fait, cet espace de table ronde avec un document qui, pour moi, n'est pas très connu. Et effectivement, il n'est pas très connu. Et c'est à partir de là que j'ai fait ce film aussi. En fait, on ne se rend pas compte, si on n'est pas confronté, des douleurs que la communauté afrodescendante peut avoir du rejet entre eux. Entre eux, voilà, c'est ça. Et du rejet aussi des autres. Et je le dis parce que c'est important de le dire, parce que dernièrement, j'ai aussi interviewé une jeune fille qui a fait qui s'appelle Valéus, et elle a créé sa marque
de cosmétiques. Et à un moment dans l'interview, elle me dit qu'elle était tellement honorée d'avoir un article dans France Antilles où elle était honorée d'être distribuée aux Antilles parce que justement, quand elle y allait, quand elle était plus petite, elle n'était pas considérée comme une Antillaise et que c'était douloureux pour elle. Ouais. Et quand on met ce type d'interview sur les réseaux sociaux, elle s'est fait tellement insulter. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, les gens sont quand même incroyables. Insultée parce que elle parlait pas créole, et donc c'est compliqué parce que elle est née ici, donc noire, métisse, claire, enfin ce que tu veux, mais en fait elle est noire et elle est rejetée ici et elle est rejetée par les siens là-bas. Ouais. Et en plus de ça, quand elle explique ça dans la vidéo, on lui dit tu aurais dû apprendre le créole. C'est terrifiant. C'est terrible. C'est terrifiant. Et ton documentaire aussi est assez intéressant, et ça, je m'y attendais pas du tout, c'est que tu fais parler différents métis. Tu prends pas que les métis venant de la Guadeloupe et de la Martinique, parce que c'est un pays métissé. Ce sont des Guadeloupe, Haïti, Martinique, enfin toute la Caraïbe, la Guyane et tout. Il y a même l'Afrique. Voilà. Les Outre-mer, les ultramarins sont déjà des peuples brassés, mais tu emmènes dans ton documentaire d'autres pays d'Afrique où les enfants sont métissés, et tu emmènes même un jeune homme qui est complètement blanc, donc voilà, et qui explique non en fait sa descendance est africaine. Je vais pas tout spoiler parce que c'est vraiment un documentaire à aller voir, mais c'était intéressant de montrer à quel point, que ça soit quand tu as la peau foncée ou que ce soit quand tu as la peau claire ou même la peau blanche, tu peux être stigmatisé, et même les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est des blessures mais extrêmement profonde. Voilà, pour certains. Voilà. Et c'est quelque chose que je compte développer dans le long métrage, parce que j'ai aussi, je ne sais pas si toi tu as eu l'extrait avec Rachel Lenan. Rachel Lenan est une femme qui est créatrice de mode et journaliste. Et elle est blanche. Blonde aux yeux bleus, née en France dans le Nord. Et elle est française, française dite caucasienne, mais elle a été éduquée par une famille africaine. Elle parle soninké du Mali. Donc elle parle soninké et puis elle a été éduquée à l'africaine. Et elle s'est mariée plus tard avec un Antillais, a eu des enfants, donc métis également. Donc elle a toujours été brassée dans cette culture afro-descendante. Et elle, quand elle venait aux Antilles et qu'elle devait apprendre le créole, etc., on la rejetait parce qu'elle était blanche, et en plus, elle porte des locks. Ah ouais, donc en fait, elle n'est pas acceptée par la communauté blanche parce qu'elle porte des locks, justement. Et que ça ne plaît visiblement pas. En tout cas, à l'époque, dans les années 80, ça ne plaisait vraiment pas. Elle a une 50aine d'années aujourd'hui. Et puis du côté noir, c'était un petit peu la béquée. Elle avait quand même l'image de la béquée. Ou de quelqu'un qui voulait s'assimiler. Et c'est là que je te dis que le problème d'éducation, de culture, de lecture sur l'histoire ou sur la connaissance d'un pays et de tout ce que ces territoires ont pu emmener comme population. Parce que tous les Blancs qui vivent en Guadeloupe, en Martinique ou même en Haïti ne sont pas des béquets. Non, il y a les Blancs Matignons, il y a des Blancs pays, il y a des Blancs qui sont arrivés du Canada, il y a toute une migration qui est arrivée d'Italie quand il y a eu la guerre en Italie, en Martinique, il y a un brassage, il y a les Libanais, les Syriens, etc. Et pareil en Afrique. Aussi, bien sûr. Et pareil en Afrique. Donc, mon autre question, c'est sur justement les lieux de projection. Donc, tu as eu de super lieux de projection. Oui. Parce que tu as pu être projeté à la Sorbonne. C'était complet. Ouais. Il y avait une foule de personnes qui attendaient, qui voulaient voir ce documentaire et qui n'ont pas pu le voir. Tu as pu être projeté à l'Assemblée nationale. Également, oui. Et sur tes réseaux sociaux, tu expliquais à quel point tu étais heureuse d'avoir pu projeter ce documentaire à l'Assemblée nationale. Pourquoi à l'Assemblée nationale ça comptait pour toi? Alors, avant de répondre à ta question, déjà je ne savais même pas qu'on pouvait projeter un film à l'Assemblée nationale. Je l'ai appris grâce à Ajuka, l'association dont je parlais tout à l'heure, parce que j'avais été conviée à une projection de Patrick
Beaucelin. Beaucelin, merci. Il va m'en vouloir. Voilà, Patrick Beaucelin, que j'ai aussi interviewé dans L'écrin politique. C'était un autre podcast que j'ai fait, que j'ai découvert en Martinique, qui est incroyable. Et voilà. Et il a projeté son documentaire auprès du député Giovanni William. Exactement. Voilà. Et j'étais à cette projection-là. Et donc, j'ai rencontré également le député Giovanni William, à qui j'ai dit, écoutez, j'ai un court-métrage que je suis en train de monter, j'aimerais beaucoup le projeter à l'Assemblée nationale. Il m'a dit, OK, tu me préviens quand c'est prêt. Et je l'ai tenu informé régulièrement. J'ai eu un premier prix, ensuite un deuxième, un troisième. En fait, au bout de 6 mois, j'avais déjà 4 prix. C'est génial. C'était absolument incroyable. Félicitations. Merci. Première projection était au Nigeria. D'accord. La toute première projection était au Nigeria. Donc, elle était sur le continent africain, ce qui était encore un autre symbole pour moi. Parce que tu me demandais comment j'alliais aussi le jeu vidéo et le cinéma, mais j'étais partie pour une convention jeux vidéo à laquelle je devais être conférencière. Et il se trouve qu'il y avait des projections d'animation. Mon film n'est pas du tout un film d'animation, mais les responsables de l'événement Gamaton, il s'appelle Gamaton et je les salue, eh bien, ils m'ont dit, OK, on peut projeter ton film. Et c'était à l'Alliance française. Comment ça a été perçu ? De Lagos. Eh bien, c'était très intéressant de voir les avis. Donc, j'ai eu 3 commentaires importants, parce qu'il y a eu un débat après. Et c'est toujours le clou du spectacle. Il faut qu'il y ait débat après le film, en fait. Et je sais qu'il y a... Parce que quand ça avait été projeté à la Sorbonne, ça avait été projeté avec l'association CM98. Absolument. Et, on salue également. Et voilà, on m'a dit, mais Kisa, le débat ne se terminait pas. Ça avait vraiment déclenché des discussions entre les gens. Mais c'est formidable. Et c'est ça, c'est le but, c'est de délier les langues. Et d'ailleurs, je salue le CM98 qui est partenaire de la Pochapé, parce que du coup, j'ai 20 partenaires. Mais pour revenir à ta question, alors, première personne qui avait pris la parole, quelqu'un qui n'avait jamais voyagé du Nigeria. Donc, il faut savoir que le Nigeria, bien sûr, c'est un pays anglophone. Donc, déjà, au niveau de la compréhension du film, c'était peut-être pas toujours clair parce que tout était en français mais sous-titré en anglais. Et cette personne-là n'avait visiblement pas totalement compris le but du film parce qu'elle pensait que je voulais réintégrer la classification de Moreau de Saint-Berry. Donc non. Et la deuxième personne qui avait pris la parole, c'est quelqu'un que je connais de l'industrie du jeu vidéo, une femme exceptionnelle qui s'appelle Johanna Riquier et qui, elle, est guadeloupéenne, qui a vécu en Guyane et qui vit maintenant au Sénégal et qui est claire de peau aux yeux verts. Avec des cheveux blonds, donc la chabine qu'on dirait nous aux Antilles, je pense. Entre guillemets. Et elle a été bouleversée par le film. Et elle a expliqué au premier monsieur pourquoi elle a été bouleversée. Et puis il y a une troisième personne qui prend la parole et c'était alors là c'était complètement l'opposé. C'était un monsieur qui voyage énormément parce qu'il est diplomate. Donc comme il est diplomate, il m'a dit mais votre film, il sert à rien, en fait. Ah oui. Il a dit à la salle, le film sert à rien, je vois pas pourquoi on fait un film sur les problématiques de couleur de peau, etc. Mais c'est parce qu'il est diplomate, justement. Parce que lui, il a en fait un passe-droit qui fait qu'on ne regarde plus sa couleur de peau, mais on regarde son passe-droit. Et plus tard, il est venu me voir en s'excusant parce qu'il m'expliquait qu'il était dans le déni. Il était dans le déni effectivement, il sait qu'il a un statut et que c'est grâce à ce statut qu'il n'a pas les problèmes que le commun des mortels pourrait avoir. Et sur le jugement de ta coiffure, sur ta peau, sur t'es pas tout à fait pareil, mais bon, enfin, voilà quoi, ça questionne. Exactement. Voilà. Et là, il a eu un... Donc, il est venu me voir et s'est excusé et il était prêt même à m'aider. Et là, je me dis, le film a été aussi loin que ce que j'avais prévu. C'est-à-dire qu'il est là pour questionner les gens. Et s'il peut les faire même réfléchir et aller plus loin dans leur réflexion, l'objectif est atteint, quoi. Alors, c'est douloureux, parce que se remettre en question, c'est douloureux. D'ailleurs, je vais aborder un sujet sur ce documentaire, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant. Moi, dans mon histoire familiale... mon père étant foncé de peau, donc tous les deux guadeloupéens, je veux dire. J'insiste sur ça. Et ma mère très claire.
ayant fait et tous les deux ayant passé la majorité, une grande partie de leur temps en France hexagonale. D'accord. On disait métropole, c'était à l'époque de métropole. On ne dit plus métropole. Voilà, on dit plus métropole. Et je me souviendrai toujours que ma mère nous disait que quand mon plus jeune frère est né, donc on est trois de couleurs différentes, on va dire de carnation, de tonalité, de gradation différentes. Non, mais c'est des trucs. Et mon plus jeune frère, qui était plus foncé, quand les gens venaient à la pharmacie, parce que ma mère était pharmacienne, il faisait ça comme ça sur le comptoir, il passait la tête en disant « Oh, Madame Nubré, vous avez accepté d'élever le fils de votre mari ?» Et ma mère disait « Non, il est sorti de mon ventre. » Donc en fait, comme on était tous les trois différents, il ne s'était pas posé la question pour mon aîné, mon grand frère, qui est plus clair. Donc lui, il était bien sorti, comme tu dis. Moi, j'étais entre les deux, ça va. Je n'étais pas la pochapée, mais bon, capresse. Voilà. Il y a d'autres termes. Voilà, il y a d'autres termes, capresse, etc. Mulâtresse, moi, c'était capresse et tout. Ça va, quoi. Mais pour mon plus jeune frère, il y avait un questionnement sur le fait que ma mère ait fait un enfant aussi foncé. Et donc, ça voulait dire que c'était simplement le fils de mon père. Bon, après, j'ai pas le souvenir qu'on en ait souffert, nous, parce que la famille Nubré, on est un peu très, très fiers et on se trouve... Enfin, nous, on nous éduque dans la beauté, quoi. C'est génial. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, mon père, pour lui, ses enfants sont beaux et ça s'est dit, c'est répété. On est d'une famille où on fait du sport, donc, voilà, des en soi très fiers. Et donc, on n'en a pas souffert parce que, voilà. Mais, et dans ton documentaire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a un qui dit qu'il ne s'est jamais posé la question sur la différence de couleur entre son fils et son frère et lui, parce que c'était son frère. Mais qu'il voyait dans le regard des autres et même dans le questionnement des autres que, voilà, les gens ne comprenaient pas parce que lui, il était en plus un peu roux et tout. C'est ça, aux yeux verts. Et c'est ce que j'appelle des populations brassées. Et comme toi, tu connais le CM98, Serge Romana aurait parlé de génétique. C'est vrai. Mais toutes ces personnes, qu'elles soient foncées de peau, claires ou avec des cheveux ou des coiffures différentes, ce qu'elles ont envie, c'est vraiment d'être vues pour ce qu'elles sont, professionnellement, humainement, et ce qu'elles ont envie de faire. Totalement. Et comme disait Jeanne Wiltord dans le film, appeler quelqu'un par la couleur de sa peau et le nommer à travers la couleur de sa peau, c'est colonial, ce sont des termes coloniaux. Voilà. On ne doit pas le faire, en fait. Et c'est ce que je veux déconstruire. On ne devrait même plus parler de couleur de peau. Mon film ne devrait plus avoir d'écho, j'espère, d'ici 5 ans. Enfin, on est en 2025, on a encore à parler de problématiques de couleur de peau. Donc, j'espère que dans les années futures, mon film n'aura plus d'utilité parce qu'on aura dépassé ça. C'est l'objectif, en tout cas. C'est l'objectif. Et donc, les jeunes populations sont peut-être les plus sensibles celles qu'on doit peut-être travailler le plus maintenant pour avoir j'espère des sociétés qui vivent mieux la différence quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et puis les personnes âgées, en fait, j'ai compris que le film était aussi bien pédagogique que thérapeutique. Parce que beaucoup, en fait, se retrouvent dans les propos des personnes interviewées dans le film documentaire. Mais ces propos-là sont restés silencieux dans leur être, en fait. Donc, c'est pour eux une façon de poser des mots sur des mots qu'ils n'ont pas su faire eux-mêmes et puis de se sentir pas seuls, en fait, dans cette situation-là. Et ce côté thérapeutique, je ne m'imaginais pas que le film pouvait avoir cette puissance, mais c'est encore le soft power, en fait. C'est aussi ça, le soft power. Et de permettre aux gens de se dire « Ah, ok, je comprends mieux comment j'ai vécu mon enfance, pourquoi j'avais un mal-être. » C'est super, ça libère. Ça libère. Et peut-être que ça questionne aussi. Et ça questionne. Sur le métissage, parce qu'on nous disait que le métissage était la solution. Alors, tout le monde va se mélanger, personne ne verra la différence de rien du tout. Mais le métissage, il a comment dire, c'est à double tranchant. Le métissage a été utilisé comme une technique pour éradiquer, entre guillemets, ce qu'on appelait à l'époque la race noire. Après l'esclavage, notamment dans les pays d'Amérique du Sud, Brésil, ça a été des techniques qui ont été promues par les gouvernements pour effacer gentiment la race dite noire.
Maintenant, de l'autre côté, le métissage, moi, je trouve ça magnifique personnellement, d'avoir une richesse qui vient des Antilles et une autre qui vient de France hexagonale. Les cultures sont clairement différentes. On ne consomme pas les mêmes produits, on n'écoute pas les mêmes musiques, on n'a pas les mêmes façons de voir le monde. Nos blagues sont différentes. Enfin, il y a tellement de choses différentes. Donc, en fait, c'est un enrichissement, le métissage. Et je connais des métisses avec des métissages bien plus, tu vois, plus intéressants que le mien. Et je trouve ça beau, personnellement. Mais c'est pas une solution. C'est ce que je dis. Est-ce que c'est voilà, parce qu'à un moment, on a... Enfin, je veux dire, il y a beaucoup eu... je veux dire, le fait d'idéaliser d'idéaliser le métissage, alors que voilà, on voit bien que ça change. Peut-être que deux personnes noires qui font des enfants ou deux personnes blanches qui font des enfants éviteraient. Alors je dis ça comme ça, hein, je ne prône pas, je ne prône rien du tout. Hein, chacun fait ce qu'il veut et tout, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, le fait d'idéaliser ça, voilà, et de dire bon, vaut mieux que tu sois comme ça. Ou il y a eu beaucoup de gens aussi qui pour oublier, pour arriver à certains niveaux, on prenait ça. Bon, voilà. Oui, fallait blanchir la lignée. Voilà. Fallait blanchir clairement la lignée. Et c'était une question de survie à l'époque de l'esclavage. Aujourd'hui, on n'est plus à cette époque-là, heureusement, mais c'est bien introduit dans nos inconscients collectifs. Et je pense que ce soit du côté noir comme du côté blanc. Et c'est pour ça que ce film s'adresse... Alors, je le fais pour les communautés afrodescendantes d'abord, parce que je sais qu'elles peuvent... Là, maintenant, je sais qu'elles peuvent aider d'une manière ou d'une autre, mais je l'ai fait aussi pour les communautés dites caucasiennes. Parce que j'ai eu beaucoup de retours, notamment au festival, de personnes qui me disent « Mais Madame Monatus, vous savez, moi, j'ai 55 ans, et tout ce que j'entends dans votre court-métrage, je ne l'ai jamais... même pas effleuré en termes d'idéologie. C'est-à-dire que j'ai jamais pensé que des gens pouvaient souffrir à ce point. En fait, comme si ces personnes-là avaient des œillères, pas parce qu'elles le voulaient, c'est juste parce qu'elles n'ont pas vécu avec des personnes ayant une afrodescendance quelconque. Ou si elles ont vécu avec ces personnes-là, les afrodescendants ne le disaient pas. Puisque, comme je l'ai dit, c'est souvent des discussions qui restent entre soi, entre nous, et qui sortent pas. Et pour revenir aux jeux vidéo, tu disais justement que quand c'est un jeu vidéo construit ou fait par des afrodescendants, ils n'avaient pas de budget ? Oui, c'était très... Alors, de toute façon, dans l'industrie du jeu vidéo, on est malheureusement très, très peu coloré. Au moment de George Floyd... comme par hasard, il y a eu un tas de budgets ouverts pour les afrodescendants. C'était spécifiquement pour les afrodescendants. De budget ouvert aux États-Unis, tu veux dire ? Aux États-Unis, mais en France aussi. Enfin, je veux dire, en Europe, bien sûr, il y a des très grosses boîtes qui ont dit, nous, on accueille les afrodescendants créateurs. Et puis, 2 ans plus tard, moi, je me retrouve à la Gamescom. Donc, c'est l'événement international européen en Allemagne pour l'industrie du jeu vidéo. Et puis, je vais voir l'une de ces boîtes en leur demandant, mais votre fonds spécialement pour les afrodescendants, j'ai pas retrouvé de nouvelles, etc. Comment on fait pour postuler ? Ah, la personne était au courant. Donc, c'était pour moi, et je suis désolée de le dire, mais plus un effet marketing. C'est de la com. Et c'est de la com. Est-ce qu'il y a eu des fonds qui ont été distribués ? Peut-être qu'il y en a eu quelques-uns, peut-être sur l'année. Mais est-ce que ça a été poursuivi ? Non. Et aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé à mettre en avant les studios africains sur la scène internationale, c'était en 2018, avec Siddiq Bakayoko de Paradise Game. Et lui, en fait, étant africain et noir, bien sûr, venir en Europe pour dire on crée des jeux vidéo en Afrique à des Européens, ça passait absolument pas. J'avais cette légitimité, moi, de l'industrie, puisque j'y suis depuis plus d'une vingtaine d'années. Je passe plutôt bien, je suis une femme, c'est assez rare. On est dans une industrie où il y a quand même majoritairement des hommes. Mais j'avais quand même une bonne réputation à l'époque. Je sortais d'un accident de moto. Et quand il me parle de ce projet de promouvoir les studios africains, ça faisait sens. Et j'étais probablement même la seule à pouvoir le faire parce que je suis assez blanche pour être en contact avec cette diaspora de l'industrie du jeu vidéo
blanche, qui est majoritairement blanche, et je suis assez noire, en tout cas de cœur, si c'est pas de point de vue carnation. Et c'est pour ça la peau chapée aussi, pour pouvoir mettre en avant ces récits et ces personnes derrière ces récits. Et j'étais un peu un cheval de Troie, moi je me considère un petit peu comme ça. Et puis tu fais du soft power. Et ça s'appelle du soft power toujours. Et ça c'était important et je suis très contente d'avoir mené cette mission. L'année dernière, l'Institut français a repris l'Africa Corner et a été à la Gamescom pour avoir un pavillon Africa Corner. Donc c'est quelque chose qui continue et aujourd'hui il y a des initiatives comme Creative Africa Forum dont je reviens. J'étais à Lagos. Alors on est en octobre. En octobre. pour voir un petit peu ce qui se passe dans l'industrie, mais du côté de l'Afrique, il y a énormément de belles choses à venir. Donc il faut suivre. Merci beaucoup Mélissandre. Merci pour cette conversation. Keiva. Merci pour ton soft power et tout ce que tu fais. C'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Très heureuse d'avoir pu converser avec toi. Merci de m'avoir reçue. C'était un plaisir également, même trop court. Merci d'avoir suivi Ticosé et je vous retrouve la prochaine fois avec une personnalité tout aussi passionnante.